On a avec nous maintenant, on va dire un peu l'Hôtel-Dieu, nos chouchous. Toujours après sur ce problème de la déliquescence du système de santé. Il y a des gens qui résistent, et l'Hôtel-Dieu, cette fermeture qui a été annoncée comme programmée, eh bien maintenant se traduit par une occupation. J'ai avec moi Gérald Kirziek. Bonjour, toujours médecin urgentiste. Alors, Madame Chrétien, dont j'oublie ce prénom. Alors, moi, je suis Martine Chrétien. Martine Chrétien. Alors, je suis une simple citoyenne, mais je suis inscrite au Parti de gauche à Paris, dans le 5e arrondissement. Ce qui prouve qu'à la radio libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, on n'est pas si sectaire que ça. Alors, moi, c'est Marc Cordout, élu CGT et membre du CGT de l'Hôtel-Dieu. Voilà. Alors, toujours en activité. On vous avait reçu au mois de juin. Oui. Et il y a eu quand même du chambardement. Gérald, par exemple, toi, tu as été touché personnellement. Ça fait des mois ou même 2 ans que à l'Hôtel-Dieu on dit que ce service d'urgence tout neuf est indispensable à la population parisienne. On le dit haut et fort. Je dis haut et fort que je suis contre le projet de l'assistance publique qui est de fermer cet hôpital parce que ça aurait des conséquences dramatiques pour la population. Et je l'ai dit peut-être un peu trop fort puisque le 8 juillet j'ai reçu un courrier recommandé accusé de réception me démettant de mes fonctions de responsable d'unité, de responsable du service mobile d'urgence et de réanimation pour manquement à la loyauté, manquement au devoir de réserve pour avoir fait venir des caméras, des radios, des journalistes et des élus politiques. Donc voilà, donc c'est quand même c'était un peu gros et tellement gros que tous les élus justement politiques qui étaient venus, mais de droite, de gauche, enfin vraiment il y a eu une unité pour dire mais c'est juste scandaleux, il y a la liberté de parole encore dans ce pays-là et on peut pas démettre quelqu'un de ses fonctions. Alors rassurez-vous, je reste un médecin de base, un médecin urgentiste, mais du coup ça a permis de faire avancer le dossier puisque la ministre 2 jours après ma démission forcée, enfin c'est pas une démission, mais ma mise à pied sur le perron de l'Elysée. Donc ça a fait de l'Hôtel-Dieu un problème national. Sur le perron de l'Elysée, à la sortie du Conseil des ministres, annonce qu'on ne peut plus fermer les urgences au 4 novembre. Donc elle fait tomber cette date du 4 novembre qui était la date couperet pour des raisons de climat social. C'est sûr qu'on n'est pas dans le pacte de confiance quand on voit qu'on reçoit un recommandé accusé de réception quand on ouvre un petit peu trop sa bouche. Et la deuxième raison, c'est qu'à la veille de l'hiver, elle ne voulait prendre aucun risque sur les urgences parisiennes. Preuve que l'alerte qu'on avait lancée depuis des mois, qui était de dire ce service est indispensable, c'est une alerte qui est juste et qui est entendue par la ministre. Donc la ministre a fait tomber la date du 4 novembre. Donc on ne ferme plus au 4 novembre. Et puis tout l'été, il y a eu les grands pontes de l'assistance publique, l'establishment de l'assistance publique qui a très mal pris cette annonce et qui s'est mis en fronde contre la ministre en disant mais pas du tout, il faut fermer cet hôpital, il faut le fermer parce qu'il est trop vieux, on y reviendra, ou parce qu'il est dangereux, ce qui est complètement faux. C'est tout neuf, c'est aux normes et on aura l'occasion d'y revenir. Mais bref, la ministre a pris une décision qui me semble sage, qui est de dire on peut pas fermer, et l'établissement médical l'a très mal pris pour des raisons qui sont uniquement des raisons de conflit d'intérêts. Les gens veulent récupérer des postes, ils veulent se nourrir sur la bête comme on dit, et ça c'est juste dramatique pour pas dire dégueulasse pour la population. Mais alors c'est qui ces gens-là de l'établissement médical? Ils sont médecins au moins? Oui, ils sont médecins. C'est des médecins maintenant qui sont devenus plus bureaucrates que médecins, mais c'est des grandes sommités. Et encore il y a quelques jours, là, on a vu 20 médecins, soi-disant l'autorité médicale de Cochin Hôtel-Dieu. Quand on regarde les signatures, c'est que des médecins de Cochin. Ils sont en difficulté, donc je peux pas leur en vouloir. Ils sont en difficulté, ils ont un manque de postes, ils ont des malades partout dans les couloirs, ils ont besoin de moyens et ils se disent si l'Hôtel-Dieu coule, on va récupérer les moyens. Donc c'est un peu dommage qu'on en soit arrivé à cette logique de concurrence entre les hôpitaux et que les gens veuillent récupérer les moyens sur la peau de l'autre, parce que finalement on a tous un seul intérêt dans cette histoire, c'est que les gens soient bien soignés. Et quand on voit qu'à Cochin, à la Riboisière, à la Pitié, les gens attendent des heures et des heures sur des brancards, on imagine bien que fermer encore un service d'urgence de plus, ça va aggraver la situation. Donc moi ce que j'attendrais des médecins, c'est qu'ils disent attendez, stop à l'administration, stop à ces restructurations. Mais malheureusement, comme cette concurrence entre les hôpitaux a été instaurée, alors on parle souvent de la loi Bachelot, mais c'est avant la loi Bachelot, c'est la tarification à l'activité. C'est-à-dire plus vous faites de l'activité, plus vous faites rentrer de l'argent, et les hôpitaux sont mis en concurrence de façon à ce que les médecins malheureusement fassent le sale boulot à la place de l'administration, c'est-à-dire vouloir flinguer le voisin pour récupérer son activité, même si c'est au détriment parfois des temps d'attente dans les services d'urgence. Et ça c'est juste impossible à entendre. Et si les médecins disent il faut fermer au 4 novembre, c'est pas les médecins de l'Hôtel-Dieu, il n'y en a aucun de l'Hôtel-Dieu qui dit ça, c'est les médecins du groupe hospitalier, c'est-à-dire les gens d'en face qui veulent récupérer les postes et qui se disent au 4 novembre il faut que je boucle mes plannings, j'ai déjà 5 médecins démissionnaires, il faut à tout prix que je récupère les médecins de l'Hôtel-Dieu. Mais c'est surtout dans un intérêt particulier et pas du tout dans l'intérêt général. Oui. Voilà. Moi, je veux dire que j'ai entendu à plusieurs reprises le docteur Kirziek dans des
réunions, et toujours il a fait l'éloge de son hôpital en disant qu'il y avait des services de pointe et qu'il fallait les garder. Et je voudrais dire aussi que si les urgences de l'Hôtel-Dieu ferment, c'est les 9 arrondissements de Paris, du centre de Paris, qui n'ont plus de services d'urgence. Alors qu'on sait très bien que le carrefour de l'île de la Cité, avec le RER-A, le RER-B, le RER-C, et avec l'ensemble des convergences de touristes, etc., est un endroit où, si il y a un danger spécifique, je ne vois vraiment pas comment on pourra sauver les gens en l'absence de ce service d'urgence, et ils prennent vraiment un risque énorme. Oui, c'est pour ça qu'on est occupé. Voilà. Oui. D'abord, alors l'occupation, ça a bien été particulier, c'est parce que on a voulu faire une occupation pour marquer vraiment une étape supérieure. Donc on a choisi quand même un endroit bien particulier. C'est un endroit où il n'y a plus d'activités qui sont parties. Il y avait l'hématologie qui est partie sur Saint-Antoine. Donc on est dans un endroit où on ne perturbe pas les soins. Les soins continuent dans l'hôpital parce qu'il y a toujours cette activité qu'on veut garder. Donc on maintient un petit peu cette pression. Donc ça se passe très bien pour l'instant. Alors il faut dire qu'on occupe depuis 6 jours. On a passé la rentrée, voilà. L'été a été difficile, il y a eu une sale politique de communication de dire c'est un vieil hôpital, il y a de l'eau qui coule des murs, donc on a voulu dire mais c'est complètement faux et venez voir. Donc on a investi des services qui a été vidé, qui a été rénové il y a moins de 2 ans à coût de millions d'euros, qui est parfaitement aux normes, et on l'a investi dimanche. Avec des syndicats, des personnels, des usagers, des associations, et on montre la réalité parce que les faits sont têtus. On a beau faire toute la politique de communication, d'intoxication par l'assistance publique en disant c'est vieux, c'est pourri, c'est pas aux normes. Les faits sont têtus. Quand on voit ce service-là, il a été fait il y a moins de 2 ans. C'est des chambres qui sont vides, parfaitement confortables, parfaitement aux normes. Et ça a été vidé le 8 avril. C'était le service de chirurgie thoracique. Et nous, ce qu'on dit, c'est que pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir sur des brancards dans les services d'urgence ou d'attendre pendant des dizaines d'heures, il faudrait réouvrir ce service. Il suffit de mettre des infirmières et des médecins dans ce service-là pour pouvoir en faire, par exemple, des lits d'aval de la médecine d'urgence. On sait que le problème, c'est les lits pour hospitaliser les malades. Réouvrons ces lits-là. Ils sont tout neufs, ils sont aux normes. Alors, juste pour pas que ça soit un débat d'experts, parce qu'on peut dire à la limite, il y a les 20 professeurs d'un côté, puis il y a les autres médecins de l'Hôtel-Dieu, ils sont pas d'accord, etc. Il y a une autorité en France qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, la HAS. C'est l'organisme qui certifie les établissements et qui dit ils sont aux normes ou ils sont pas aux normes. Figurez-vous que juillet 2013, c'est pas vieux, c'était il y a 1 mois, juillet 2013, la Haute Autorité de Santé a émis son rapport sur Cochin Hôtel-Dieu. Il n'y a aucune réserve sur le service des urgences et sur les lits d'hospitalisation de l'Hôtel-Dieu. Bref, il n'y a aucune réserve sur la sécurité des soins sur cet hôpital. Donc ça clôt le débat. Ça suffit. Cet hôpital, il est parfaitement aux normes. C'est clair que si on continue à déshabiller et si on continue à vider des services autour des urgences contre la décision de la ministre, et c'est pour ça que la ministre, maintenant, on attend qu'elle tape du poing sur la table, à moins qu'elle ait un double discours. Ça, c'est peut-être possible aussi. Qu'elle tape du poing sur la table pour dire ça suffit. L'assistance publique, d'ailleurs, la directrice générale, elle a été nommée sous un autre gouvernement. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de changement, parce que le changement, on l'attend. Et il faut que la ministre dise il y a les urgences, il y a les lits d'hospitalisation, il y a la psychiatrie, il y a la radiologie, le scanner, l'IRM, l'ophtalmologie, tout ça, ça doit rester. Et après, si on veut être ambitieux pour l'Hôtel-Dieu, il y a d'autres services qu'il faut faire redescendre, parce que la vraie réforme à faire, c'est que si on veut désengorger les services d'urgence, il ne faut pas fermer un service d'urgence. Au contraire, il faut rerouter des malades vers l'Hôtel-Dieu où il y a des lits qui sont complètement vides. Donc c'était juste pour revenir à ce que disait Gérald, on a fait une opération donc le 2 août, on a empêché un déménagement de lits de médecine qui partaient sur Cochin, donc c'était à peu près 16 lits qui voulaient faire un déménagement en catimini qui était prévu peut-être pour la rentrée, mais on a fait blocage avec le comité de soutien. Donc ils ont reculé un petit peu, ça les a quand même mis en difficulté. Apparemment, ça ne va pas réouvrir, Gérald, je pense. Je pense qu'ils veulent continuer quand même la fermeture de l'Hôtel-Dieu, même l'anticiper, parce que sur la date du 4 novembre, je crois que la CME... Donc on a vu toute la symbolique de l'endroit occupé. Oui. Alors c'est-à-dire c'est une salle Notre-Dame, comme il a dit Gérald, c'est une salle qui a été vidée il n'y a pas très longtemps. Donc nous, on s'est mis particulièrement ici pour ne pas gêner, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité des soins, parce qu'il faut dire que quand même l'hôpital fonctionne encore. Il y a quand même la diabétologie, il y a la médecine, il y a l'ophtalmologie. On ne perturbe rien du tout. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent laisser peut-être pourrir un peu la situation, parce qu'on ne gêne pas trop. Ils ne trouvent pas une excuse pour pouvoir nous... Gérald, tu vas me titiller un petit peu, mais ils essayent un prétexte pour nous mettre une faute, pour essayer de dire, vous voyez, ce qu'on fait le comité de soutien, l'occupation, ça gêne un petit peu l'activité à l'hôpital, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Oui, et puis il faut dire que c'est quand même la première fois depuis des années qu'on occupe, que des personnels, des usagers, enfin là c'est vraiment unitaire, occupent symboliquement un service hospitalier pour dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et avec la casse du service public. Voilà, et puis c'est vraiment une politique générale, puisque à Paris récemment, on fermait l'hôpital Broussais, l'hôpital Boussicot, l'hôpital Bretonneau, Fernand Vidal, l'hôpital Hérold, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Lazare et beaucoup de centres de santé, en particulier grâce à Monsieur Le Guen qui est adjoint Mme Hidalgo, au maire de Paris pour la santé et qui est aussi député et qui a un long passé puisque on sait qu'il a fait une très grande partie de sa carrière à la MNEF et qu'il était un très proche de Strauss-Kahn. Bon, alors voilà, donc ce comme monsieur... Marisol Touraine d'ailleurs. Oui. Voilà. On va parler de Marisol Touraine plus Voilà. en détail C'est parce des qu'elle a gens une qu'on biographie retrouve. intéressante C'est- et que c'est le fil directeur un peu de l'émission puisqu'après on va enchaîner sur les retraites. Donc Voilà. Marisol Touraine, c'est un personnage qui mérite d'être cerné. Donc, cette politique de fermeture des hôpitaux, elle existe aussi dans toute la France, et en particulier dans les fameux hôtels-dieux de Marseille et de Lyon, dont on a fait des hôtels intercontinentaux 5 étoiles avec des suites présidentielles à 1500, 2000 euros la nuit. Et évidemment, Bien que Strauss-Kahn ça, alors je dis bien entre guillemets, ça valorise considérablement. Alors moi je proposais, s'il faut vraiment trouver de l'argent, c'est un Américain qui m'a donné cette idée-là parce que pendant que nous étions en train d'attendre devant l'hôtel de ville que quelqu'un veuille bien nous recevoir et personne ne nous a reçus, eh bien, il y a un Américain qui a demandé qu'est-ce que c'était que cet hôtel-là. Alors moi, je propose que l'hôtel de ville, eh bien, ce soit lui qui soit vendu. Et ce soit là qu'on fasse un grand hôtel. Parce que ce sera très adapté. Il y a de grandes salles de bal, de grandes salles de réception, des équipements monumentaux. On pourra faire venir les grandes voitures superbes. Oh, c'est une suggestion. Et puis les suites de luxe avec Voilà. vue sur la Seine côté N'est-ce sud. pas? Voilà. Non mais vous avez raison de dire ça parce que la vraie raison pour laquelle l'Hôtel-Dieu, l'assistance publique veut le fermer, c'est que c'est une opération immobilière. C'est qu'ils veulent vendre leur siège qui est avenue Victoria, juste en face. Donc il faut bien caser les directeurs d'hôpitaux, pas les soignants, les directeurs d'hôpitaux. Donc on décide de dégager les blouses blanches et les malades à l'Hôtel-Dieu dans ce lieu prestigieux pour y mettre les directeurs d'hôpitaux et vendre le siège administratif autour de 150 millions d'euros. Mais c'est même pas une histoire économique parce qu'on pourrait dire c'est 150 millions d'euros vente du siège. Le siège, ça pourrait être partout ailleurs d'ailleurs. Il n'y a pas besoin que ça soit en plein cœur de Paris. Peut-être qu'ils serviront à réinvestir dans d'autres hôpitaux. Pas du tout. Parce que les 150 millions d'euros qui est l'estimation seront réinvestis dans l'Hôtel-Dieu pour casser ce qui a été rénové les 5 dernières années pour pouvoir en faire des bureaux et ne plus soigner les malades. Donc on est sur quelque chose. L'argument économique ne tient pas. C'est une opération immobilière. Ils veulent vendre le siège. 2, ils se mettent dans un endroit prestigieux et ils chassent les malades et les soignants. Et l'opération à la clé, ça va coûter extrêmement cher pour ne plus soigner mais pour en faire des bureaux. Donc en période de crise économique, on n'est pas des irresponsables nous les soignants, et quand on dit ces services sont rénovés, c'est de l'argent public qui a été mis, il faut le valoriser, il faut continuer à soigner des malades avec, c'est pas complètement aberrant, y compris sur un plan économique et surtout en période de crise économique. Moi je voudrais juste rajouter après votre longue liste là d'hôpitaux qui a fermé, elle n'est pas finie cette liste. Parce que Fernand Vidal va fermer, ça a été acté et confirmé par Anne Hidalgo aussi, avec la bénédiction de la mairie de Paris, puisque c'est le plan local d'urbanisme qui détermine si l'assistance publique peut vendre ou peut pas vendre. Mais le président Hollande cet été, figurez-vous, le fameux mercredi où la ministre Marisol Touraine a annoncé qu'on fermait plus, au moins temporairement, pour des raisons électorales, on en reparlera aussi, les urgences au 4 novembre, Hollande a annoncé la mise en route de la fermeture fusion de Bichat et de Beaujon. Alors Bichat, Beaujon, vous savez, c'est l'hôpital qui est dans le 18e arrondissement, Bichat, qui est une espèce de grand bâtiment, et puis Beaujon, c'est juste de l'autre côté du périphérique. Bichat, c'est plus de 200 malades par jour qui viennent aux urgences. Et ce grand hôpital, c'est très grand, et ce très grand hôpital, ils veulent le reconstruire, fusionner, au passage diminuer le nombre de lits, etc., et le reconstruire dans le Grand Paris. Le Grand Paris d'ailleurs que pilote Jean-Marie Le Guen. Et le Grand Paris, ça sera à cheval entre le département 92-93, ce qui veut dire que Beaujon-Bichat, qui sont les hôpitaux, soit dans Paris ou à la proximité immédiate, vont se retrouver très
au nord. Et donc du coup, les 200 malades qui viennent aux urgences à Bichat, vous croyez qu'ils vont aller où ? Ils vont pas aller dans le 92-93, ils vont redescendre un tout petit peu par le métro ou le RER, ils vont aller à la Riboisière. Et la Riboisière, c'est l'hôpital le plus débordé. La Riboisière, c'est plus de 250 malades par jour. Et alors imaginez un peu la catastrophe. Bichat ferme, 200 de plus, ça fait 450 malades par jour. L'Hôtel-Dieu ferme, 150 malades de plus par jour. On va arriver à des centres d'urgence, et c'est ce qu'ils veulent dans la concentration des hôpitaux, à 500-600 malades par jour. Et la conséquence, c'est quoi ? Il y en a deux des conséquences. La première conséquence, c'est qu'on va faire des erreurs médicales. Parce qu'on va laisser passer des gens qui vont attendre des heures dans les salles d'attente avant de pouvoir faire le diagnostic. On va faire perdre des chances aux gens. Et au passage, on va épuiser les équipes, parce que les équipes, il y a un turnover d'équipes, ils sont burn-outés, épuisés, ils peuvent pas bien faire leur boulot. Moi, je dis souvent, il faut trouver le malade grave parmi un flot de malades, et c'est trouver l'aiguille dans une botte de foin. Plus la botte de foin elle est grosse, plus on va avoir du mal à trouver l'aiguille. Et la deuxième conséquence, c'est ce qu'on entend partout dans les médias, c'est la violence. C'est que plus vous faites des structures inhumaines avec des temps d'attente qui sont délirants, plus vous augmentez la violence dans les salles d'attente. Et on sait que maintenant, ça peut aller crescendo, ça peut être des coups de couteau. C'est inadmissible de donner des coups de couteau, évidemment. Mais les gens sont excédés. Pire, les soignants sont excédés aussi. Donc au lieu de faire redescendre la tension, ils la font augmenter. Et on va être dans une escalade de violence sociétale qui va être terrible et qui est en train de se transposer à l'hôpital avec la solution du gouvernement, c'est quoi ? Mettre la police ou mettre l'armée ? Mais les gens arrivent avec des couteaux. Si on met la police, ils vont arriver avec des kalachnikovs. On caillasse les commissariats. Donc je ne vois pas pourquoi ils se gêneraient pour caillasser des hôpitaux. Non, au contraire, on doit apaiser, on doit diminuer la taille des structures, on doit redonner de l'humanité. Et c'est là où l'Hôtel-Dieu est tout un symbole. L'Hôtel-Dieu qui est un service qui fonctionne parfaitement bien, il y a quasiment zéro attente, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas tous les services derrière, c'est normal qu'il n'y ait pas tous les services, on ne peut jamais avoir tous les services. Par contre, on vous fait un diagnostic extrêmement rapidement, vous êtes traité et orienté très vite. Si on fait des structures à 500 malades par jour, vous allez perdre 9 heures dans une salle d'attente et le temps diagnostic, on ne le rattrapera jamais. C'est-à-dire que même si vous avez tous les services derrière avec un super hôpital, on ne rattrapera jamais les heures perdues que vous aurez perdues en salle d'attente. J'aimerais savoir le point de vue d'un syndicaliste sur cette histoire. Est-ce que, justement, là, on se focalise sur l'Hôtel-Dieu, mais est-ce que l'Hôtel-Dieu ne serait pas le symbole d'une politique nationale dont on pourrait... espère. au moins que ça marque ça marque les esprits. De toute façon, ça va pour ça. Donc, je pense que ça va prendre une tournure un petit peu différente. Pour revenir sur mettre la sécurité autour de l'hôpital ou à l'intérieur de l'hôpital, pour un soignant, ça va être inadmissible. On ne peut pas travailler avec la police qui nous encadre comme ça pour pouvoir diriger les gens. C'est pas le but d'un hôpital. C'est un hôpital public. On doit y avoir accès. On doit avoir une sécurité à l'intérieur. On ne doit pas avoir une sécurité à l'extérieur. Bien sûr, on ne va pas se faire tirer dessus. C'est quand même, ou tirer dessus ou autre chose. Mais c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas accepter, nous, en tant que soignants. Ça, c'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret de quelqu'un que vous connaissez bien, Christophe Prudhomme, qui est médecin urgentiste dans le SAMU 93. Oui. Les pompiers se font escorter dans les cités par la police. Ils se font caillasser. Le SAMU, il y a consigne de ne pas se faire escorter par la police et il y a zéro problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a la blouse blanche et encore ce symbole-là qui est on est là pour aider les gens. Si vous mettez la police avec, ça va être associé à une autorité militaire ou policière et donc du coup on va être assimilé, on va être caillassé de la même manière, en tout cas non respecté. Peut-être même activer la violence. Ça va probablement augmenter la violence, bien sûr. Alors pour évoquer le double discours de Marisol Touraine, il est apparu que donc Marisol Touraine avait annoncé en juillet qu'elle reportait la fermeture des urgences de quelques mois et on s'est aperçu que dans le même temps la direction de la PHP donnait des consignes aux pompiers et aux SAMU de rediriger les patients. Est-ce qu'on peut développer un peu ça ? Comment on s'en est aperçu ? Parce que tout est là, toute Marisol Touraine est là. Parce qu'il paraît qu'il y a eu la consigne, c'est pour voir que normalement les pompiers maintenant ne doivent plus amener d'urgence à l'Hôtel-Dieu. Oui, Alors, on a eu. Voilà. Non, mais je veux dire, parce que c'est des informations. On se doutait qu'ils voulaient asphyxier. C'était à partir du 3, non, mardi, à partir du 3 septembre. Ils voulaient asphyxier très clairement, donc ils voulaient vider les services, etc., pour pouvoir essayer d'asphyxier de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais. Et de l'extérieur, c'est les pompiers. Si vous n'avez plus d'ambulance qui arrive aux urgences de l'Hôtel-Dieu, vous n'avez plus de malades, et pendant ce temps, vous engorgez les autres services d'urgence. Moi, j'aurais pas de problème, à la limite, si les autres services d'urgence pouvaient accueillir les malades. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas les accueillir. Et donc, on a eu des informations convergentes, et je dis c'est des informations parce qu'il n'y a jamais rien d'écrit. Vous pensez bien que c'est beaucoup plus sournois que ça. Il n'y a jamais aucune consigne. Et on a eu des informations convergentes, notamment de copains à l'état-major des pompiers, etc., qui nous ont dit à partir du 3 septembre, Patrick Pelloux l'a confirmé aussi, il avait eu ces informations, Patrick Pelloux qui nous soutient et qui a fait un communiqué de presse en disant ça va mettre en danger la population parisienne. C'est pour ça que le politique et les municipales vont être fondamentales, parce qu'il y a un danger pour la population parisienne si on
on ferme cet hôpital. Et donc tout le monde a confirmé qu'à partir du 3 septembre, des consignes étaient données aux pompiers de plus venir. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'occuper dès le 1er septembre pour mettre un coup de pression. La PHP, les pompiers ont démenti, bien évidemment, à partir du moment où on avait mis ça sur la place publique. Le Canard enchaîné a sorti l'information aussi, preuve que c'était vérifié. Donc ils voulaient bien sûr asphyxier ce service. Et ils essayent par tous les moyens. Alors là, pour l'instant, ils ont mis un chef de service le chef de service de Cochin Hôtel-Dieu et qui est pas là, hein, mais en attendant le peu où il est là, il donne les plannings par exemple aux médecins 2 jours avant le début du mois. Donc ça peut s'assimiler à des techniques de harcèlement. Donc les gens démissionnent. Donc l'objectif c'est de faire le vide des médecins et c'est une technique assez classique. On est soutenu par la coordination nationale de défense des hôpitaux de proximité parce qu'ils en font un symbole de l'Hôtel-Dieu. Parce que ce qu'on vit à l'Hôtel-Dieu, c'est partout pareil en France. Et donc du coup ils sont en train de se lier avec nous pour pouvoir dire il faut qu'on sauve l'Hôtel-Dieu parce que si on perd l'Hôtel-Dieu, ça veut dire que c'est cuit de partout. Et ça serait la première fois qu'une ministre de la Santé cautionne la fermeture d'un service d'urgence de plus de 100 passages par jour. On n'est pas sur des petits services d'urgence avec des problèmes de seuil d'activité, de seuil de sécurité. C'est un service majeur en plein cœur de Paris qui est j'allais dire condamné. Il est pas condamné. Il est condamné par la ministre si elle continue cette politique-là. Mais ce qu'on défend, c'est un vrai service d'urgence et qui est le symbole de tous les autres. Donc cette consigne d'asphyxie, c'est une consigne qui avait été donnée. Ils ont reculé, mais on voit bien que c'est très sournois et qui continue par tous les moyens. Alors on est sur Radio Libertaire, hein, donc loin de moi l'idée de dire que la police ou la justice correspond à un service public, mais quand même, on va aussi s'interroger à ce qui se passe dans l'île de la Cité. Oui, non, mais certes, mais quand même, il y a en même temps la volonté de déménager la justice, la préfecture de police et l'Hôtel-Dieu. Finalement, il va rester comme service public avec des guillemets que la cathédrale Notre-Dame de Paris et finalement est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement parce qu'on est au cœur de Paris là où la spéculation immobilière est maximale en France de faire disparaître même symboliquement l'idée même du service public pour que les gens raisonnent de la façon suivante puisque même à Paris il n'y a plus de service public, c'est pas la peine d'en réclamer nulle part ailleurs en France. Mais oui, c'est clair, hein. Et puis alors, ils ont un mode opératoire qu'on peut reconnaître absolument partout. Et c'est pourquoi je reprends ce qu'il disait sur l'installation des bureaux. Hein ? Alors bien sûr qu'ils n'en ont rien à faire de mettre des bureaux dans cet endroit-là, mais ils ont un certain nombre de plans. Hein ? Et parce que l'idée est d'entretenir la confusion. C'est-à-dire qu'ils ne disent... Certains OPS disent qu'ils sont pour la fermeture, d'autres font attendre, etc. C'est la confusion. On présente des projets et puis finalement, par derrière, on a... c'est Madame Faugère, la directrice de la PHP, qui a dit ça en 2010. On a le projet de faire un hôtel, c'est une opération immobilière locale. Et pendant ce temps-là, ils ont déjà choisi l'architecte, ils ont déjà fait des plans, etc. Et ils nous baladent. Et ils font ça partout. Et j'ai vu la même chose, par exemple, à propos de la mutualité. Vous savez, ça c'est très symbolique aussi, la mutualité. Là où on faisait, tout le monde, tous les syndicalistes pouvaient faire des réunions, ils ont donné ça pendant 35 ans à JL Events, hein, pour faire de l'événementiel. Et maintenant, évidemment, ça ne se passe plus de la même façon. Et le centre de santé, nous avons beaucoup travaillé, mes camarades et moi de tous les partis de gauche locaux, eh bien, nous avons travaillé à faire une énorme pression et une partie de ce centre de santé va réouvrir. Mais n'empêche que le mode opératoire, il est partout le même. C'est-à-dire que on fait semblant de faire des travaux de rénovation pour dire, ben oui, voyez, hein, on met des difficultés financières et puis on déménage secteur par secteur et puis finalement on fait passer au PLU et ils vont le faire au prochain PLU puisqu'il y aura des bureaux. Le plan local d'urbanisme. Oui. C'est la mairie, parce que l'Hôtel-Dieu, ça doit être sur les 2/3 de la surface, on appelle un établissement synaspique, enfin c'est le terme juridique, ça doit être un lieu de soins sur 2/3 de la surface. Donc ils sont emmerdés, parce que ça veut dire qu'il faut 2/3, il faut qu'il y ait des malades, et 1/3, il faut que ça soit des bureaux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est soit 2/3 pour faire des bureaux et 1/3 pour les malades, soit 3/3 pour faire des bureaux, ça les arrangerait bien, voire 3/3 pour faire du commercial, ça les arrangerait peut-être encore mieux dans un deuxième temps. Donc c'est là où la mairie a la main.
C'est là où la mairie a la main de deux manières. Elle a la main sur le PLU parce qu'elle peut bloquer ce vote-là. Et donc quand on nous dit c'est pas nous, etc., c'est complètement faux. Je veux dire, la mairie, en plus la mairie est de la même couleur politique que le ministère, donc elle peut très bien faire pression sur le ministère. Et puis surtout, elle peut bloquer le vote du PLU et l'assistance publique serait coincée, ne pourrait pas modifier la destination de l'Hôtel-Dieu. Sur quoi ont porté les travaux de rénovation et qui les a financés à l'Hôtel-Dieu ? Les travaux de rénovation, ce qui est neuf à l'Hôtel-Dieu, ça fait 4 ans, moins de 5 ans, que les urgences sont neuves. Les urgences médico-judiciaires, la radiologie, scanner, IRM, médecine nucléaire, les lignes médecine interne qui ont été rénovées. La salle qu'on occupe, Notre-Dame, service de chirurgie, ça a moins de 2 ans. Ça a été vidé le 8 avril. C'est neuf, sécurité incendie, confort. Ça fait pâlir de jalousie des médecins d'autres hôpitaux qui nous disent mais nous c'est complètement pourri dans notre hôpital et vous c'est super et on veut vous fermer. Donc l'argument économique il tient absolument pas la route en disant, parce que ça c'est ce que Le Guen dit, en disant ça coûterait 230 millions d'euros de rénovation. C'est complètement faux. Ce chiffre de 230 millions d'euros, je vais vous dire d'où il le sort. C'était un ancien directeur général de l'assistance publique, Benoît Leclerc, qui avait dit on va faire de l'hôpital Hôtel-Dieu l'hôpital phare de l'ambulatoire. Ce qui aurait été génial parce que la chirurgie ambulatoire, vous rentrez le matin, on vous opère, vous ressortez le soir, mais c'était la construction de 17 blocs opératoires. Coût total de cette rénovation avec les 17 blocs opératoires, 230 millions d'euros. Ce projet a été abandonné, mais il garde le chiffre en disant, vous voyez, ça coûte trop cher. Et quand on regarde quand même l'opération immobilière des bureaux, etc., la rénovation pour faire des bureaux, c'est-à-dire casser ce qu'ils ont fait, ce qu'on vient d'énumérer, et pour en faire des bureaux, ça va coûter 150 millions d'euros, cette petite plaisanterie. Avec l'enfumage, la vitrine de l'hôpital universitaire de santé publique. Quand vous disiez, madame, qu'on dit jamais qu'on ferme, évidemment, ils vont pas dire on ferme l'hôpital, ça fait désordre, surtout avec un gouvernement ou une mairie de gauche. Donc du coup, ils disent on fait un hôpital universitaire de santé publique, l'hôpital debout, l'hôpital sans lit, mais tout le monde rigole. Un hôpital sans lit, alors que le problème majeur, c'est justement le problème de lit. Marisol Touraine qui nous dit, je vais faire des bed managers, des managers pour gérer les lits. Ben oui, mais s'il n'y a plus de lit, qu'est-ce qu'on fait? Donc on manage rien. Donc on voit bien que c'est de l'enfumage total. C'est un centre de consultation, une espèce de dispensaire. Alors on pourrait me taxer, moi urgentiste et mes collègues urgentistes, de dire ah mais ils défendent leur bout de gras, etc. Non, on défend nos malades. La meilleure des preuves, c'est que les médecins en ville, qui sont les spécialistes du premier recours, les médecins généralistes, les médecins de centres de santé, Alain Baupin des médecins des centres de santé, a écrit, le dit partout en disant mais c'est du n'importe quoi leur projet. C'est un espèce d'amoncellement de concepts de communication, ça ne correspond à rien. Nous, ce dont on a besoin en ville, c'est on fait de la médecine de ville, on a des centres de santé, il faudrait les développer, on a besoin d'un hôpital pour passer le relais et pour hospitaliser les malades. André Grimaldi, le professeur Grimaldi de la Pitié, dit que c'est un espèce de fast-food de la médecine qu'ils veulent faire. Et personne n'y croit, le professeur Bernard Granger. Pourtant, je veux dire, c'est pas notre copain sur ses dernières déclarations, mais au moins on est convergent. Lui, il dit le projet de l'assistance publique, il n'y en a pas, c'est un concept vide de sens. Donc on voit bien, et c'est plutôt pas mal maintenant, ça se clarifie. Soit tu es pour l'Hôtel-Dieu avec des urgences, des lits d'hospitalisation, enfin un service de proximité qui valorise ce qui a été mis comme investissement et tout ce qu'on a égrené. J'aurais pu rajouter l'ophtalmologie, premier service de France d'ophtalmologie. La dernière salle de consultation a été inaugurée en février 2012. Donc vous vous rendez compte, les millions qui ont été balancés dans cet hôpital, tout ça pour les casser derrière. Et donc du coup, la situation elle est claire. Soit on est pour l'Hôtel-Dieu avec des urgences, l'ophtalmo, des lits d'hospitalisation, c'est-à-dire un vrai hôpital de proximité, et la PHP, l'assistance publique, en manque cruellement. L'assistance publique a des grands bateaux, le vaisseau amiral de l'hôpital Pompidou pour faire des greffes cardiaques, etc. Bichat-Beaujon va fermer, on va faire un grand hôpital dans le Nord, mais il ne faut pas oublier la proximité, parce que 90 ou 95% des gens, ils ont besoin de proximité, de soins immédiats, ils n'ont pas besoin d'une greffe cardiaque, heureusement. Donc soit les gens sont pour et ils défendent cet hôpital de proximité, soit s'ils disent rien, et c'est ce que font les socialistes en ce moment, et c'est qu'ils sont contre, et il ne faut pas se leurrer, ils sont contre, ou alors il va falloir qu'ils se positionnent très clairement, et on parlera de l'initiative qu'on lance la semaine prochaine pour que les politiques et les candidats aux municipales s'engagent maintenant de manière clairement ou ne s'engagent pas, mais à ce moment-là on le dira à la population. Mais est-ce que le but, justement, ça n'est pas que les populations qui auraient besoin, justement, des urgences sont considérées maintenant comme inutiles, puisqu'elles ne rapportent rien. C'est des personnes qui n'ont pas forcément de mutuelle, qui ont la CMU, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, je dirais pas d'exterminer ces populations, puisque, bon, elles font partie des travailleurs pauvres, il faut quand même un peu tourner l'économie, mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, une volonté de ne plus s'occuper, de ne plus traiter les populations dites non productives, et puis de garder tout le pognon pour ceux qui auront la mutuelle, etc. Enfin, ça correspond justement à une baisse des salaires qui est proposée en majorité par
On le voit avec les retraites, par exemple, et puis par le gouvernement. Je pense qu'ils veulent aussi qu'on s'habitue. Par exemple, on s'est habitué à voir des SDF dans la rue. Et tous ces pauvres gens qui sont dans une misère abominable, on voyait jamais ça avant. Et maintenant, on va s'habituer à voir les gens mourir par terre. Comme ça se passait en Inde dans les années 70, au début des années 70, moi j'ai vu ça. Mais heureusement, on a fait des progrès. Nous, on va être obligés de voir ça. Et je crois qu'il faut combattre, parce que il faut arrêter ce massacre prévisible. Et en particulier, parce que tout ça, c'était prévu dès la directive Bolkestein. Quand en 2002, ils ont fait voter, alors ça s'est passé comme ça, au Parlement européen. La directive Bolkestein a été votée sans inclure la privatisation de la santé et des services sociaux. Et le lendemain matin, alors qu'il n'y avait plus personne dans la salle, ils ont fait voter que la privatisation aussi des services de santé et des services sociaux. Donc, c'est bien une organisation claire de la privatisation progressive, pas en un jour, de toute la santé publique. Et ça, parce que la santé, c'est une source de revenus non négligeable pour les privés. C'est surtout ça, quoi. Bien sûr. On peut s'offusquer devant les pilleurs de vitrines, mais je veux dire, là, il y a les pires de services publics, mais c'est 100 fois plus criminel. Mais bien sûr. On a atteint la limite quand même. C'est-à-dire qu'il faut du bon. On a atteint la limite en touchant à l'Hôtel-Dieu, en touchant des services qui ont été complètement rénovés. Ça veut dire que l'argument économique ne tient pas. Et il y a une responsabilité coupable des politiques, et en particulier lors des prochaines élections, si les gens, si les politiques mentent à la population, leur disent que tout va bien dans les services d'urgence alors que c'est faux, et dilapident de l'argent public. Parce que c'est quand même ça dont il s'agit. On dilapide de l'argent, des investissements, les millions qui ont été mis dans cet hôpital, tout ça pour ne plus soigner les gens derrière. Alors ça tombe, vous disiez les plus pauvres en seraient les premiers à souffrir. Bien sûr, les plus pauvres. Mais il n'y a pas que les plus pauvres. Il y a les classes moyennes aux urgences, il y a les très riches aussi qui viennent aux urgences. Et c'est la définition même de l'accès aux soins pour tous dans un hôpital public. C'est qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, il faut qu'on soit soigné. C'est la mission du service public. Alors c'est clair que ça impacterait directement les plus pauvres pour la simple et bonne raison que si vous n'avez plus de service d'urgence, vous allez tous vous entasser dans le même service d'urgence, attendre des heures et des heures. Et si vous avez du pognon et le réseau, il faut les deux maintenant. Il faut l'argent pour aller dans le privé, effectivement, et il faut le réseau, avoir le bon carnet d'adresses. À ce moment-là, vous trouverez le passe-droit et vous pourrez aller dans d'autres services. Donc effectivement, ça serait les plus démunis, mais pas que, ça concernerait absolument tout le monde. Ça, c'est au quotidien, mais imaginez une catastrophe sanitaire type canicule ou un attentat, et on est très exposé à Paris, surtout dans le contexte international actuel. L'endroit où ça pèterait, le dernier attentat qu'il y a eu à Paris, c'était à Saint-Michel, c'est en face, c'est à Saint-Michel. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais pas à l'époque, mais les plus anciens de l'Hôtel-Dieu disent les patients les plus graves étaient sur le quai du métro, le SAMU s'en est occupé, mais les moins graves, le premier réflexe, ils ont déguerpi du lieu de l'attentat et ils sont arrivés en boitant, en clopinant, où? À l'Hôtel-Dieu. Imaginez 750 000 visiteurs, 750 000 personnes prennent le métro RER sous nos pieds à l'Hôtel-Dieu tous les jours, pas par an, 750 000 par jour, 13 millions de touristes sur le parvis de Notre-Dame. C'est un endroit hyper stratégique et c'est comme si vous rasiez un hôpital d'une ville de 400 000 habitants, parce que les 9 premiers arrondissements, c'est 400 000 habitants. Donc là, on est allé vraiment trop loin et il faut que l'enjeu là, des municipales, c'est que le politique dise c'est pas possible de créer ce désert hospitalier et d'en faire des bureaux à la place d'un hôpital. Justement, en pleine municipale, la mairie de Paris est en jeu. Que fait le PS? Que fait Delanoë? On l'attend. Moi, je me posais une question cache-cache avec sur ce nouveau type social, ces nouveaux médecins depuis une dizaine d'années, les docteurs Pelloux, Prudhomme, Kirzek, qui sortent de l'ombre, qui devaient en principe avoir des carrières relativement discrètes, soigner tranquillement les gens, si on peut dire tranquillement, dans un service d'urgence, donc au service du public. Et tout à coup, comment interpréter ça? D'abord le fait que le docteur Kirzek donc est le premier qui est sanctionné pour non-application du devoir de réserve. Est-ce que c'est pas un signe d'affolement du côté du pouvoir? Et puis plus généralement depuis 10-15 ans, donc tous ces médecins qui deviennent des combattants, des résistants, des militants du service public. Est-ce que c'est pas un symptôme très grave de décomposition totale de l'hôpital public?
Moi, je pense que c'est un signe, pas que de l'hôpital public, du système de soins en général, parce qu'il se trouve, c'est assez intéressant sur la lutte sur l'Hôtel-Dieu. C'est-à-dire qu'on dit souvent, il y a plutôt sur la partie de l'échiquier, c'est plutôt les gens de gauche, CGT, parti de gauche, etc. Mais il y a aussi des médecins libéraux qui nous soutiennent. L'Union française pour une médecine libre, donc ils sont plutôt des gens qui sont libéraux. Alors, il y a des secteurs 1, secteur 2, vous savez, l'histoire des dépassements d'honoraires, mais eux disent un truc qui nous touche, c'est on vit la même chose dans le privé aussi, dans une autre mesure, dans le sens où les valeurs de soins, on ne peut plus respecter les valeurs de soins parce qu'on a un diktat administratif avec des préfets sanitaires, vous savez, les agences régionales de santé, Claude Évin sur l'Île-de-France, qui sont maintenant des administratifs qui sont en train d'imposer comment il faut faire les soins. Et c'est pour ça que Prud'homme, Pelloux, ces médecins libéraux, etc., moi, on dit à partir du moment où ça touche nos valeurs de soins, nos valeurs fondamentales, on ne doit obéir qu'à un seul code, qui est le code de déontologie. Et donc c'est fondamental qu'à partir du moment où ça commence à être en contradiction avec le code de déontologie, c'est de notre devoir de lancer l'alerte et de le dire. Et c'est pour ça que c'est en train, et comme la situation est en train de s'aggraver à l'hôpital public, mais malheureusement partout ailleurs, il faut qu'il y ait des médecins qui puissent s'exprimer avec cette liberté de parole-là. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Sur 220 000 médecins en France, il n'y en a pas énormément. Il y a 500 000 infirmières aussi. Finalement, il y en a peu qui s'expriment parce que les gens sont épuisés, les gens ont peur et les gens sont résignés. Et moi, si j'avais un appel à faire aux médecins, c'est réveillez-vous. Il y a eu Stéphane Hessel, le indignez-vous, mais nous, c'est réveillez-vous. On est protégés, on ne fait que notre devoir de lanceur d'alerte et on est protégé par le code de déontologie qui nous donne une indépendance fondamentale. Ce qui embête bien d'ailleurs l'administration, ils sont très embêtés avec ça. Par contre, ils ont toujours des collaborations médicales ou des complicités médicales, et notamment ces fameux chefs de pôle, vous savez, ceux qui ont signé là contre l'Hôtel-Dieu en disant il y a un problème de sécurité. Je vais vous donner la raison. On en a donné une, c'est le conflit d'intérêts, puisqu'ils veulent récupérer les postes. Je vais vous donner la raison, c'est que tous les responsables de pôle, depuis la loi hôpital, patient, santé, territoire, sont tous nommés par la directrice générale. Il y avait le docteur Poupardin aussi qui faisait des ordonnances On a invité sur Radio Libertaire, qui faisait donc des ordonnances en prenant uniquement la partie supérieure de l'ordonnance Bizone, mais qui, je crois, malheureusement, et c'est un exemple assez détestable, il a été puni, il a été condamné, je crois, par le tribunal à rembourser, je crois, 1000 ou 2000 euros, quelque chose. En plus que ça. Oui, on avait organisé une collecte. Il y avait même une collecte, donc on était rendu à 20 000 euros. Pour l'aider à rembourser sa condamnation par Alors le que lui tribunal. faisait ça pour aider ses patients qui n'avaient pas les moyens avec les franchises médicales, parce qu'il faut qu'on en parle, les franchises médicales quand même. Il y avait toute une partie de la gauche à l'époque de la campagne présidentielle qui avait dit mais il faut abolir les franchises médicales. Vous savez, c'est les 50 centimes ou les 1 euro sur les médicaments. Et 50 centimes pour des gens qui ont des traitements chroniques, ça commence à faire une somme d'argent rondelette à la fin du mois ou à la fin de l'année. Et une vraie politique de santé de gauche, ça aurait été solidaire, parce qu'il n'y a pas que la gauche qui est solidaire, mais une vraie politique de santé solidaire, ça aurait été de dire on abolit les franchises, surtout que c'est peanuts dans le budget de l'État d'aller abolir les franchises. Et ça aurait évité à des gens comme Poupardin d'être obligés de se mettre en infraction, de prendre des risques sur sa vie professionnelle et sur son argent vis-à-vis de la sécurité sociale, et surtout ça aurait rendu grandement service à tous les patients. Oui, alors effectivement, la franchise, c'est pas qu'un aspect économique, c'est le vocabulaire de l'assurance privée, c'est le vocabulaire de la relation très complexe entre un assureur et un assuré, donc la police d'assurance. La franchise, en fait, c'est le signe que l'assureur se méfie de son assuré. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une franchise, littéralement. Effectivement, un gouvernement de gauche, le moins qu'il puisse faire, c'est supprimer une telle mesure, parce qu'au-delà de la question économique, c'est un effet de désincitation. On ne va pas voir le médecin, et donc la maladie qui commence va pouvoir s'aggraver. Oui, et Touraine faisait partie de la partie droite de la gauche, puisqu'elle elle dit non, on garde les franchises, et d'ailleurs voilà, c'est l'application en ce moment. On va parler de la biographie un peu de Marisol Touraine en détail, parce qu'il y a des choses intéressantes. Quand on lit sa biographie, on comprend exactement qui elle est. Peut-être on le fait juste avant la pause, donc Marisol Touraine, après on passera à la pause juste pour que les auditeurs se rendent compte en fait vraiment à qui on a affaire, c'est sur Wikipédia, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Donc Marisol Touraine est née en 1959, c'est la fille d'Alain Touraine, un grand sociologue français qui a été marxien dans les années 50 quand il fallait l'être, et puis libéral ensuite, toujours quand il fallait l'être. Marisol Touraine, elle a beaucoup étudié. Marisol, elle a étudié à Sciences Po, elle est diplômée de Harvard aussi, of course. Elle est agrégée de sciences économiques sociales. Je pense qu'elle a pas dû enseigner longtemps, parce que visiblement elle a un problème de contact avec la réalité sociale. Donc elle a pris que les cours de sciences économiques, le côté social, elle avait séché. Ou en tout cas l'agrégation, elle l'a pas utilisée pour enseigner. Bon, c'est pourtant l'État qui lui a payé son agrégation, mais peu importe. Donc elle est nommée au Conseil d'État par François Mitterrand, un véritable homme de gauche, un peu vichiste mais homme de gauche tout de même.
elle passe tout à fait des valeurs de gauche au secrétariat général à la défense nationale. Marisol Touraine a une vie amoureuse également. Elle est l'épouse de Michel Révérend de Menton, un diplomate qui est actuellement, au moment même où nous parlons, ambassadeur au Tchad, un grand pays tout à fait démocratique. Et tout à fait indépendant de la France. Oui. Marisol Touraine, elle a une fortune personnelle. Son papa défendait la lutte des classes dans les années 50. Elle est aujourd'hui redevable à l'ISF. Elle a un patrimoine, on peut aller le chercher. Elle a un appartement de 105 mètres carrés dans le 13e arrondissement. Un autre de 33 mètres carrés dans le 5e, un autre de 33 mètres carrés dans le 5e, une maison dans Lyon. Elle a une petite voiture de 14 000 €. Elle a encore des parts dans un appartement dans le 13e. Elle n'a pas de valeur mobilière. Curieusement, elle n'est pas très moderne. C'est vraiment la petite bourgeoisie du 19e siècle, Marisol Touraine. Elle n'a pas d'assurance vie non plus. Elle a un livret A, un LDD et un CEL de 4 363,29 €. Oh la pauvre. Donc on voit bien le lien avec les catégories populaires. Elle a quand même des produits d'épargne populaire et elle refuse les placements financiers, du moins officiellement dans sa déclaration de patrimoine qui date de mars 2013. Marisol Touraine, elle nous a fait le coup des dépassements d'honoraires. Elle a gardé les franchises dont on parlait à l'instant, le coup des dépassements d'honoraires qui permet à tous les médecins, sans sanction, de continuer à faire les dépassements d'honoraires. Voilà, je pense que les auditeurs ont compris à qui on avait affaire. Il n'y a pas un mot sur sa fratrie dans Wikipédia ? Sa fratrie ? On va se garder des attaques personnelles. Non, mais pas du tout. Mais c'est important avec les dépassements d'honoraires parce que son frère est professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Je crois qu'il avait été un peu épinglé pour des dépassements d'honoraires. Voilà. Oui, effectivement, ça va sans le dire. Mais oui, juste un dernier mot pour en terminer avec Marisol Touraine, et ça fera plaisir à Pierre Carl. Marisol Touraine est membre du siècle, et donc elle apprécie les dîners du siècle à l'hôtel Crillon chaque mois. Voilà, maintenant peut-être la pause. Pour vivre en société, il faut qu'on apprenne à se tolérer, qu'on retrouve un peu d'humanité. Quel que soit ton pays, ta couleur, on a partout sur terre droit au bonheur. Camarades, camarades,
C'était Camarades par les Salles Majestés. Vous êtes à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4. Et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, c'est le 01 43 71 89 40. Alors assez rapidement pour conclure, parce qu'on a une actualité assez chargée, parce que c'était aussi la rentrée et le 10 on a la manif sur les retraites. Je voudrais qu'on nous dise où on peut vous rejoindre pour vous soutenir et les différentes adresses pour de soutien sur Internet et l'action à venir. Alors, http hôpital pour tous en un mot .blogspot.fr. Donc si on fait hôpital sur tous sur Google, on tombe dessus. Voilà. Hôpital Oui. pour tous. Et sinon, quand même, il y avait... La pétition pour Gérald Kierzek. Alors, pétition24.net /soutien au docteur Kierzek, K-I-E-R-Z-E-K, responsable médical du SMUR de l'Hôtel-Dieu. Google soutien au docteur Kierzek, ça pourra aller. Oui. Pétition soutien au docteur Kierzek. On a une page Oui. Facebook aussi, juste c'est Très bien. CGT Hôtel-Dieu attaché, et vous avez toutes les interventions, les photos, les AG, même le blocage des transferts de lits qui étaient partis sur la médecine. C'est une page qui est très très bien alimentée en photos, avec les élus. Je vous conseille d'y aller, et on fait aussi un appel de soutien s'il y a des gens qui peuvent passer nous voir, nous soutenir, nous Alors, remonter vous le rappelez moral. l'adresse pour ceux qui ne sont pas des Alors experts. c'est un place du Parvis Notre-Dame. De toute façon, ils verront, il y a quand même assez de banderoles pour pouvoir revendicatif. Aussi, je voulais dire. C'est sur le parvis de Notre-Dame, on ne veut pas le louper, et c'est porte ouverte. Pour le personnel, on a redonné quand même du baume au cœur pour le personnel de l'Hôtel-Dieu, qui a vu que quand même il y a une animation qui revient. Malheureusement, c'est une occupation, mais c'est une animation quand même pour le personnel de voir l'hôpital qui est complètement désert, à une certaine heure de la journée. Et là, de voir quand même qu'il y a des réunions, qu'il y a des blouses blanches qui reviennent. Il commence à... Je pense qu'on va réussir un bon petit coup. Vous savez, c'est terrible pour le personnel qui quand il s'entend critiquer, il s'entend dire des mensonges. Une aide-soignante là qui disait, quand j'ai entendu l'annonce de la fermeture au 4 novembre il y a quelques mois, elle en a pleuré, elle était sous sa douche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune information de la part de l'administration. Les gens la prennent sous leur douche. Et elle m'avait envoyé un texto là en juillet quand la ministre avait annoncé l'annulation de la fermeture au moins temporaire, parce que ça avait redonné là aussi du baume au cœur. Et ce que fait aussi l'animation actuellement. Voilà. Oui, alors Gérard, tu parlais du pacte hospitalier pour l'Hôtel-Dieu à partir de la semaine prochaine. Tu peux... Alors, on va faire de 17h à 22h jeudi prochain, jeudi 12 septembre, ça va être une soirée de soutien pour l'Hôtel-Dieu, où il y aura la présentation de ce que nous on propose, du projet actuel de valorisation de ce qui existe, d'hôpital de proximité, et puis l'ambition pour l'Hôtel-Dieu. Et on va demander aux candidats municipaux qui seront invités de venir se prononcer. Et un peu comme Hulot avait fait avec son pacte écologique, nous on va faire le pacte hospitalier pour l'Hôtel-Dieu. Les gens qui sont pour un hôpital de proximité, pour la valorisation de l'existant, pour des soins d'urgence performants, eh bien on va leur demander de s'engager, de signer ce pacte hospitalier, et ils vont s'engager devant nous, mais surtout devant les électeurs, devant les Parisiens, et on ira communiquer, puisqu'on ne va pas rester comme des rats à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu. Si on croit nous enfermer à l'Hôtel-Dieu, c'est mal barré, puisqu'on va maintenant sortir aussi, aller sur les marchés. Il y a la campagne municipale qui démarre. Nous, c'est une action sans clivage politique. On est vraiment sur une action pour défendre les malades, pour défendre cet hôpital, et donc on va aller porter sur la place publique l'engagement, le pacte hospitalier. On ira dire, voilà, Madame Hidalgo, Madame Kosciusko-Morizet, Monsieur Najdowski, Monsieur Brossat, Madame Simonet, et j'en oublie, ils sont pour ou ils sont contre. Alors s'ils sont pour, ils viennent signer ce pacte, et s'ils viennent pas, on en déduira un certain nombre de choses. Donc voilà, donc ce sera le pacte hospitalier pour l'Hôtel-Dieu, qui est pas que pour l'Hôtel-Dieu, puisqu'on voit bien avec toutes les restructurations en cours, et notamment Bichat, Beaujon, c'est l'ensemble de la carte des soins, c'est l'hôpital public, et c'est la carte des soins sur Paris. Et comme c'est Patrick Pelloux de l'Association des médecins urgentistes qui a lancé un communiqué de presse avant-hier en disant il y a danger pour la population parisienne, donc le devoir et l'enjeu municipal et le devoir des candidats et du futur maire de Paris ou de la future maire de Paris, ça va être justement de diminuer ce danger et donc de s'engager pour l'Hôtel-Dieu, mais plus largement pour l'ensemble de l'accès aux soins d'urgence sur Paris. Voilà, et on peut dire aussi à l'ensemble des citoyens que s'ils ne s'occupent pas de leurs affaires,
leurs affaires, c'est la politique, et bien évidemment, il y en a qui s'en occupent à leur place. Et qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible si les gens ne s'occupent pas de la politique. Et on traite maintenant d'extrême gauche les gens simplement parce qu'ils veulent conserver les urgences de l'Hôtel-Dieu, ce qui est quand même c'est le bon incohérent. sens. Ce qui manque aux Voilà. politiques actuellement, c'est du bon sens, et c'est à nous, citoyens professionnels, leur apporter ce bon sens-là. C'est ce qu'on va faire, Gérald. Je peux parler d'une intervention d'auditrice c'est une ancienne infirmière. Hein. Alors, elle voulait savoir, parce que pour elle, la question c'est quand j'habite Créteil, est-ce que je dois participer à la défense de l'Hôtel-Dieu ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Et alors, elle expliquait que elle, à Créteil, par exemple, Henri Mondor, ce qui se passait pour une de ses amies qui, aux urgences, avait été détectée comme ayant un cancer, ça a toujours été traité en ambulatoire. Et quand il y a eu des opérations à effectuer, c'était à la clinique de Charenton. Mais en fait, elle n'a jamais eu de traitement, enfin vraiment avec un suivi à l'hôpital Henri Mondor. Alors, il voulait savoir si en banlieue, apparemment, on s'occupe pas trop des urgences, mais alors même pour ce qui est chirurgie lourde, enfin les cas les plus importants, et bien là aussi c'était pareil, on n'en prenait pas acte, hein, ou alors c'était traité de façon très désinvolte. Donc je pense que la situation en banlieue comme la situation parisienne, c'est strictement identique. C'est partout pareil. C'est pour ça que l'Hôtel-Dieu, on disait que c'est emblématique, c'est symbolique, parce que si la casse de l'Hôtel-Dieu fonctionne, ça veut dire que l'hôpital le plus emblématique, donc le plus difficile à casser, on est arrivé à le casser. Donc du coup, ailleurs, ça va suivre. Mondor, c'est un bon exemple. Il y a eu une lutte importante sur Mondor. Ils voulaient supprimer des services, etc. Ils ont réussi. Les blouses blanches, les syndicats, les usagers, les politiques ont réussi à contrecarrer, à faire reculer. Donc preuve que ça peut fonctionner. Et cette collègue, donc bien sûr, il faut qu'elle soutienne et elle peut soutenir l'Hôtel-Dieu, venir nous voir, etc. Mais est-ce qu'elle dénonce sur le cancer et sur le fait que finalement, même dans un hôpital comme Henri Mondor, il n'y a pas eu de place pour la prendre, parce que c'est ça, globalement, voilà, c'est elle a été hospitalisée ailleurs. C'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'actuellement, l'offre publique de soins, elle est en train de fondre comme neige au soleil. Alors sur le cancer, on avait quelque chose qui était formidable à l'Hôtel-Dieu, qui a été là aussi cassé par l'administration il y a quelques mois. On avait les urgences cancéro. Quand vous êtes à domicile, vous avez un traitement par chimiothérapie, votre médecin traitant, vous avez de la fièvre, vous l'appelez, il ne sait pas en fonction de votre traitement. Il y avait une ligne téléphonique qui tombait sur les urgences et le service de cancéro de l'Hôtel-Dieu, parce qu'il y a un service de cancérologie à l'Hôtel-Dieu. Et le médecin traitant discutait avec ses confrères et on décidait soit d'optimiser le traitement à la maison, très bien pour la personne, ça permet de rester à la maison, soit au contraire de dire là, tu peux plus gérer à la maison, il faut que tu viennes à l'hôpital. Et pour éviter que la personne atteinte de cancer attende des heures dans le service d'urgence, comme c'est tout le temps le cas, etc., on lui réservait sa chambre dans le service des urgences. Elle passait d'un espèce de circuit rapide, donc c'était extrêmement innovant, circuit rapide, et le lendemain, elle était immédiatement, puisqu'on avait l'information qu'il fallait un lit, prise dans le service de cancérologie. Et bien ça, mais comme la chirurgie orthopédique, vous avez un poignet fracturé, etc., n'est plus pris en charge par l'assistance publique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des grands mastodontes hospitaliers, on fait de la greffe de foie, de la greffe cardiaque, et il en faut, mais tout le reste, on le fait plus, et l'assistance publique ne le fait plus. Et c'est juste l'oubli du terme assistance publique dans Hôpitaux de Paris. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font l'hôpital, le super hôpital, pour avoir le prix Nobel. On les attend au passage, les prix Nobel, parce qu'il n'y en a pas eu depuis un certain nombre de dizaines d'années. Tout est misé sur ces grands hôpitaux, et on dégage toute la proximité, toute la pathologie qui nécessite de la proximité, de l'humanité. Et le cancer, c'est quand même le bon exemple. Et ces urgences cancéro qui étaient ambitieuses, innovantes sur l'Hôtel-Dieu, demain, ça peut redémarrer. Demain, avec une volonté, ça peut redémarrer. Ça a été cassé par l'administration. Ou alors, il y a peut-être également un autre objectif, comme dans le cas de l'hôpital d'Évry-Corbeil-Essonnes, qui consiste non plus à se préoccuper de questions médicales, mais à faire de l'hôpital un tiroir caisse dans le cadre des partenariats publics-privés. Dans les nominations, on voit bien, on parlait de Mireille Faugère, directrice générale de l'assistance publique. Alors avant, c'était des directeurs d'hôpitaux qui étaient le directeur, ou des énarques, ou des gens qui étaient dans la fonction publique. Mireille Faugère, c'est une directrice qui est l'ancienne directrice de la SNCF, du marketing de la SNCF. Voilà, donc c'est QFD, on voit bien que, alors moi ça me pose un problème de compétence, de pilotage, de gouvernance, ça c'est sûr, surtout quand maintenant la commission médicale d'établissement, parce qu'ils ont leurs propres intérêts, ils sont dans un conflit d'intérêts, voire dans une concurrence, cautionne souvent des décisions qui sont médicalement inacceptables. Oui.
Je dirais le syndicaliste, là, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il aurait à voir en se disant il est de plus en plus dirigé par des bureaucrates et pas dirigé par des gens de santé? Est-ce que là, dans le syndicat, c'est pas quelque chose qu'il y aurait à dénoncer? Ils n'ont pas la même vision de la santé. Avant, ça sortait de l'école de Rennes ou d'autres écoles administratives. Donc, c'était des gens qui étaient des purs produits de la science, fonctionnaires administratifs. Tandis que maintenant, comme il dit Gérald, c'est des gens qui viennent du privé, qui n'ont rien à voir avec le truc. Donc, ils ont une vision globale complètement différente. Une vision tiroircaise plutôt. Et surtout, ils n'ont pas de sentiment vis-à-vis du personnel. Ils ont pas le côté humain qu'il y avait avant, comme on avait des cadres qui étaient quand même plus humaines. Maintenant, c'est des gestionnaires. Puis les cadres, une position, c'est les infirmières-chefs, une position très difficile, parce qu'ils sont sous le directeur, sont les bras armés de la direction, ils subissent des pressions terribles, ils ont leur personnel dessous. Non, je crois qu'on s'est trompé dans ce pays d'objectif. L'objectif, c'est de soigner les gens. Et après, on fait des économies. Et on peut en faire des économies. Mais les seules économies acceptables, c'est sur la pertinence des soins, c'est sur la qualité des soins. Et qui mieux qu'un soignant peut déterminer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais on s'est trompé d'objectif. On s'est dit, 1, on fait des économies, 2, on soigne avec ce qui reste. Il faut renverser ça. Il faut soigner et faire des économies. Et pour soigner, il faut des soignants à la tête des hôpitaux. Et moi, je prône personnellement des directions médicales. Il faut une direction bicéphale. Il faut qu'il y ait 2 têtes. Il faut qu'il y ait des médecins ou des infirmiers qui soient, après une certaine évolution de carrière, mis en place comme directeurs. Et puis des directeurs administratifs et financiers. Et les deux bossent en binôme, voire même, j'aurais la prétention de dire, il faut que l'administration soit au service des soignants et pas l'inverse. On pourrait rêver d'une intersyndicale médicale là-dedans, dans ce sens? Oui, bien sûr, oui. Mais quand je disais que c'était unitaire avec la CGT, l'UFML, etc., c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour une médecine libre, réveillée, avec des personnels. Et quand je dis une médecine, c'est une médecine, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a que des médecins. C'est quand on fait de la médecine, c'est une équipe, c'est les aides-soignants, c'est les brancardiers, c'est les infirmiers. Donc c'est les blouses blanches, c'est ça qui nous réunit. Blouses blanches, réveillez-vous. Voilà. Alors, dans le cadre de cette interrogation sur l'absence des médecins de la politique de santé, des médecins et des personnels soignants, voilà, j'ai été aussi très inquiète d'entendre Evin, qui dirige la RS, le 27 février 2013, alors que la RS avait à grands frais réunis justement à la mutualité environ 1500 personnes sur le thème de l'urbanisme et de la santé. Et disons, n'est-ce pas? Alors bon, moi je suis la première à dire que effectivement la santé, ça ne dépend pas que des hôpitaux et des médecins, c'est clair, hein, ça dépend de l'alimentation, bon. Et alors donc ils ont sorti là récemment le résumé de tout ça. Et voilà ce que dit Evin. Il faut rééquilibrer la politique de santé au profit d'une action sur les déterminants de santé. C'est-à-dire, par exemple, l'urbanisme, auquel ils ne peuvent rien. Et c'est ça qui est le drame, c'est que c'est le constat de l'impuissance totale. Ils ne travaillent pas pour développer les hôpitaux, etc., pour cet aspect de la santé, médicale de la santé, et pour le reste, ils se déclarent impuissants. Voilà. Et puis c'est surtout l'un n'empêche pas l'autre. La prévention n'a jamais été contre la prévention. Bien sûr qu'il faut faire de la prévention, bien sûr qu'il faut aller modifier les déterminants de santé, mais c'est pas à la place des hôpitaux. Voilà. Moi j'ai mon père qui est pas du tout médecin, qui est juste de bon sens, qui me disait mais moi la prévention, moi quand je suis malade, la prévention c'est dans 30 ans, c'est pas pour moi, je m'en fous, ce que je veux c'est être soigné. Donc on voit bien que la vision elle est totalement parcellaire en disant vous inquiétez pas, dormez tranquille, on fait de la prévention, etc. Et pendant ce temps on sabre les hôpitaux. Mais la maladie c'est quoi? C'est 1, la prévention, avant que la maladie n'arrive. 2, c'est la maladie chronique et il y en aura de plus en plus. Et bien sûr, il faut des consultations spécialisées de maladies chroniques. Les gens restent de plus en plus chez eux. Mais 3, c'est la décompensation de cette maladie chronique. C'est l'arrivée en urgence parce que votre maladie du cœur ou votre diabète va être décompensée, comme on dit dans le jargon médical, et vous avez une urgence qui intervient. Et si on veut avoir une vision globale, eh bien, il faut ces 3 choses. Il faut la prévention, la maladie chronique et la maladie aiguë avec les urgences. Et l'Hôtel-Dieu pourrait devenir le symbole de ça. Nous, on n'a jamais été contre des consultations de prévention, mais c'est pas à la place des urgences. Il faut de la prévention, des consultations de maladies chroniques, et on a avec nous ACT UP, les associations de patients séropositifs, parce qu'on a une file active de patients atteints du virus du sida, et ces gens-là, c'est le bon exemple. Il y a la prévention, c'est le plus gros centre, l'Hôtel-Dieu, de mise en place des traitements. Vous savez, quand vous avez une exposition sexuelle, pour éviter que vous n'attrapiez le virus, on vous donne un traitement en urgence. Donc ça, c'est bien l'exemple de la prévention aux urgences. On a la prise en charge des patients VIH en maladie chronique, et puis parfois, il faut les hospitaliser.
spécialisé. Ben voilà, là on a les 3 volets et l'Hôtel-Dieu pourrait très bien être cet exemple-là. Et là on soignerait des malades, mais pas en faisant des bureaux et pas en faisant une vitrine où il n'y a que des consultations hors sol, sans lit d'hospitalisation. Ça c'est de l'enfumage total. Ouais. Quand on pense que la méthode choisie pour réprimer par la ministre et ses sbires de la haute fonction publique, ça a été de vous reprocher le devoir de réserve, on est quand même pantois. Hein. Oui, alors la ministre, la directrice générale disent c'est pas nous. Ils disent c'est pas nous. Ils disent c'est le chef de service qui est sous action, bien sûr. Oui. C'est simple, j'ai été convoqué par le directeur de l'hôpital le 27 juin pour un petit déjeuner amical à 2 où il me dit je vous rappelle Dr Kierzek votre devoir de réserve. Quelques jours après, je recevais un recommandé accusé de réception signé par mon chef de service. Vous pensez qu'il y a un hasard dans la concomitance des dates? Moi, je ne le pense pas. Oui. C'est comme dans le privé, c'est comme à l'éducation nationale, c'est les mêmes méthodes de management qui broient celui simplement qui ose relever la tête. Sauf que c'est clair que c'est un lancement d'alerte. Il y a une loi qui a été promulguée par le président Hollande du 17 avril 2013 sur le lancement d'alerte. On a tous les critères qui sont remplis, notamment les conséquences à l'échelle de Paris avec les services d'urgence qui sont sursaturés. Il faut le dire, plus on attend dans les urgences, plus on meurt. Toute la littérature scientifique le montre et personne ne le conteste. Donc ça veut dire que c'est une vraie alerte sanitaire que de dire il y a déjà un problème et de fermer un service d'urgence va encore aggraver ce problème-là. Donc c'est une alerte sanitaire, c'est de notre devoir, nous médecins, de le dire. C'est comme sur la méthode, hein. Gérald sort en éviction de responsable du SMUR. Il n'a pas d'état d'âme, ce médecin de Cochin. On va éviter de prononcer son nom parce que c'est toujours un peu pénible de faire référence à ce monsieur. Mais il n'a pas d'état d'âme sur le personnel non plus. Il annonce aussi des choses au personnel. Positionnez-vous pour partir. Il n'a pas de soutien, il ne donne pas de soutien particulier pour remonter l'été. Parce que de toute façon, ce qu'il veut, c'est casser les urgences de l'Hôtel-Dieu, on le sait. Il veut s'attirer la couverture sur Cochin. On le sait. Voilà. Bon, alors, on rappelle. On peut vous voir à Notre-Dame. Exactement. C'est très important. À l'Hôtel-Dieu, voilà. salle Notre-Dame. Salle Notre-Dame. À la salle Notre-Dame, donc c'est. À l'Hôtel-Dieu, salle Notre-Dame. À Notre-Dame, on va éviter parce que c'est pas un endroit où on aime aller, mais on est juste à côté. Mais la salle, quand même, on y tient sur le nom. La salle Notre-Dame. Voilà. La salle Notre-Dame, et vous serez le bienvenu. On vous accueillera avec un vous avez le blog. Voilà. Soutien à Kierzek, K-I-E-R-Z-E-K. Soutien à Kierzek pour la pétition. Je sais pas, vous serez quand même visible pour la manif du 10 ? Bien sûr. Donc on se donne rendez-vous à cette manif-là. On fait un rassemblement, de toute façon, on fait un rassemblement devant l'Hôtel-Dieu. Oui, devant l'Hôtel-Dieu. Donc on part après à la manif, donc il va y avoir à quelle heure est le rassemblement ? Je crois que c'est puisqu'après on rejoint la manif. Midi, je pense, parce que c'est à 14h la manif, je pense. C'était midi et le 12 septembre à 17h à l'Hôtel-Dieu sur la soirée de soutien à l'Hôtel-Dieu avec le lancement du pacte hospitalier et les candidats. Donc Christophe, un cierge ne suffira pas, une prière non plus. Il faut vraiment que tous les Parisiens s'investissent dans la défense de l'Hôtel-Dieu. Le 12 septembre, c'est à quelle heure Ce sera 17h, 12 septembre, jeudi 12 septembre, de 17h à 22h. Donc il y aura à la fois la présentation de ce que veut faire l'assistance publique, c'est-à-dire casser l'hôpital, ce qu'il faut faire, le projet alternatif, le pacte hospitalier qu'on fera signer aux candidats. Et puis il y a même des artistes, Basile Pachkov, qui va lancer la mascotte sous forme de grand géant, qui va se balader après un peu partout dans Paris, puisqu'il faut que ça soit aussi un peu festif et artistique. D'accord, donc à l'Hôtel-Dieu. Non, puis c'est bien parce que les retraités qui en ont marre de vivre, ils peuvent se faire piquer gratos. Ça sera peut-être un nouveau service public. Voilà.